Bonjour. Exercice numéro 1 que vous aviez à faire pour aujourd'hui en partie. Question 1, question 14. Donc, question 1 fait suite à la classe virtuelle sur laquelle vous êtes prononcé pour un vrai ou faux. Pour savoir si une fonction est convexe, une méthode, vous allez dériver 2 fois. Donc une première fois, vous avez ça. Donc la dérivée de 2x, 2, la dérivée d'une constante 0, la dérivée du logarithme népérien et f seconde de x, la dérivée de 2, 0, et la dérivée de 1 sur x de la fonction inverse, c'est moins 1 sur x carré. Si vous simplifiez, ça fait 1 divisé par x carré. Ça, c'est strictement positif sur tous les réels positifs ou négatifs, mais nous, on travaille que sur i positif, de toute façon. Ça veut dire que la fonction ici, f seconde, elle est positive. Donc, d'après votre cours, f est convexe sur i. Réponse, c'est donc vrai. Question 14, là j'ai rajouté le vrai ou faux, je vérifiais par rapport à mes autres questions. Est-ce que cette égalité-là est vraie? Alors, à mon avis, si jamais on tape ça sur une calculatrice et qu'on le compare à ça, on va peut-être trouver que l'égalité est vraie. Ou pas. Alors j'ai commencé par 2 puissance 19. Et exponentielle de 5 ln de 2. Donc ça a l'air d'être vrai. Alors maintenant, comment on le justifie? On cherche à prouver qu'un nombre est égal à un autre. Je vais partir de ce nombre dans le membre de gauche et essayer de transformer à l'aide des règles sur l'exponentielle et le logarithme. Donc j'efface cette partie-là, j'en sais rien. Alors pour ceux qui voudraient ici transformer parce qu'ils voient un exponentiel et du logarithme. On a E là, on a logarithme népérien ici. On a quand même un souci, c'est qu'on a un 5 à cet endroit. Et qu'on ne peut simplifier que si on a exponentielle de ln de 2. C'est-à-dire vraiment exponentielle et logarithme qui sont imbriqués l'un à la suite de l'autre. Sans ce 5, à cause de ce 5 ou de ce 7, on ne peut pas utiliser les formules de simplification entre exponentielle et logarithme népérien. Ce que l'on peut faire, c'est peut-être déplacer ce qui nous embête. Par exemple, ce 5, on peut le mettre à l'intérieur du logarithme. À ce moment-là, il va venir se placer en puissance. Ce 7, on peut venir le mettre à l'intérieur du logarithme. Et il se mettra en puissance. Ça veut dire que je vais transformer ça, cette exponentielle, et puis l'autre. Alors ça fait exponentielle de ln de 2 puissance 5 fois exponentielle de ln de 4 puissance 7. Et cette fois-ci, j'ai
d'abord le logarithme qui est appliqué à 2 puissance 5, puis de l'exponentielle. Cela veut dire que je peux simplifier cette écriture-là. Donc je peux simplifier ça en 2 puissance 5. Et ça, je peux le simplifier en 4 puissance 7. Donc de cette exponentielle fois l'autre exponentielle, j'obtiens un produit de 2 nombres entiers. Mais ce n'est pas encore tout à fait ce que je voudrais. Moi, je voudrais 2 puissance 19. Alors 2 puissance 5, c'est écrit en base 2. 4 puissance 7 est écrit en base 4. Alors je vais changer le deuxième facteur pour l'écrire en base 2. Alors je vais m'expliquer. Derrière un 4, normalement, vous devriez savoir que se cache un 2 au carré. Donc là, 4, je l'ai remplacé par 2 au carré, et le 7, je l'ai laissé à la puissance 7. Derrière ce 2 au carré, puissance 7, vous avez une règle du collège sur les puissances qui vous dit, et puis qu'on a revu aussi sur les exponentielles, qui vous dit que puissance de puissance, cela revient à multiplier les exposants entre eux. 2 fois 7 va donner 14. 2 puissance 5 fois 2 puissance 14, on a vu, je ne sais pas si vous en souvenez, mais quand on fait exponentielle de 2 fois exponentielle de 14, eh bien on a vu que on pouvait rassembler tout ça sous la forme d'une exponentielle de 2 plus 14. C'est-à-dire, ici, on ajoute les exposants. Bien ça, c'est quand on a un calcul en base E. Ici, on a un calcul en base 2, et les règles vont rester identiques. Ça veut dire qu'on va aller ajouter les exposants. Donc ici, on ajoute 5 plus 14. Et 5 plus 14, ça vous donne 2 puissance 19, donc l'égalité est vraie. Et elle est vraie, elle est surtout justifiée. Dernière question. Lorsqu'une grandeur est augmentée, alors si une grandeur a été augmentée avec un E, la première année de 5%, la deuxième année de 7%, vous cherchez le pourcentage global d'augmentation. Vous allez voir qu'on va dans le cours reparler de ce type de pourcentage d'augmentation. Et donc pour trouver un pourcentage d'augmentation globale, vous avez une formule de première, ce qu'on appelle le CM global. Donc ce qu'on va aller chercher ici, ce n'est pas directement le pourcentage d'augmentation, c'est le coefficient multiplicateur global. On ne peut rien faire à partir seulement des pourcentages. On ne peut pas les multiplier, on ne peut pas les ajouter. Les règles que l'on a ne portent que sur les coefficients multiplicateurs globaux. Et pour avoir le global, on va aller multiplier le premier coefficient multiplicateur par le second. Reste à déterminer ce que vaut le premier coefficient multiplicateur, qui est celui associé à une hausse de 5%, donc 1 plus 5 sur 100. Le second, qui est associé à une hausse de 1 plus 7 sur 100. On peut les écrire sous forme décimale, là 1,05 et ici 1,07. On a donc un CM global, si on prend le produit là, de 1,05 fois 1,07 vous avez peut-être déjà deviné.
1,1235. Bon, deviner ça, c'est pas évident. Je me disais, on pourrait être tenté de se dire, 5 x 7, ça fait 35. On va peut-être aller entourer du 35% ou du 0,35%. Ou peut-être du 12, parce que 5 plus 7, ça fait 12. Et finalement, on s'aperçoit que le CM global, c'est ça, qui se décompose en 1 plus 12,35 sur 100. Et là, on s'aperçoit que ça correspond à une augmentation de 12,35%. Réponse D. Sur tout ce qui est pourcentage, on peut rarement deviner les choses. Vous allez être obligé de rentrer dans le détail du calcul. Et ça concerne vraiment tout le monde. Je vous donne un exemple de votre vie courante où vous rencontrez ça. C'est dans les soldes. Alors dans les soldes, on n'habite pas très loin de Marc Avenue à la Séguinière. Et à la Séguinière, ils ont tendance à faire 3 périodes. Ils vont baisser les prix sur 3 temps au moment des soldes. Ils vont d'abord faire du 50% de baisse. Ensuite, ils vont faire 20% supplémentaire. 20% supplémentaire. Et puis sur la dernière période, ils vont faire 10% de plus. On pourrait se demander, mais alors finalement, un article par exemple qui vaut 100 € au départ, je le paye combien 10% de plus. Je le paye combien après ces 3 périodes de baisse? Ça veut dire qu'on va calculer un coefficient multiplicateur global. Ça revient à ça. La plupart des personnes qui vont faire leurs courses, elles, ce qu'elles font, c'est quand elles voient ces affiches, en général, ils gardent les affiches pour montrer un petit peu de combien ils ont été capables de descendre leur prix. Donc on garde la première affiche, la deuxième, la troisième, et les prix ne sont pas changés. C'est-à-dire que les personnes qui achètent n'ont pas le nouveau prix sous les yeux. C'est la machine directement qui va faire ce nouveau prix quand on va à la caisse. Ça m'est arrivé d'entendre des gens discuter de ce prix qu'ils essayent de calculer tout seuls, combien ça va me faire au final. Et souvent, ce que je les vois faire, c'est 50%, plus 20, plus 10. Et donc, ils se disent, ça fait donc du 80% de baisse. Et 80% de baisse, c'est super intéressant. Ça m'est aussi arrivé de reprendre des personnes parce que je voyais que pour elles, c'était important de savoir ce qu'elles allaient dépenser, parce que j'avais l'impression qu'elles avaient peut-être pas beaucoup d'argent, et je me suis dit, autant leur dire que leur calcul n'était peut-être pas correct pour qu'elles aient pas de surprise à la caisse. Parce que parfois, quand on arrive à la caisse, on n'ose pas dire qu'on ne peut plus prendre l'article, parce que finalement, on pensait qu'il était moins cher que ça, et on s'aperçoit qu'on n'a pas les moyens de le payer. Et si on l'achète, ça peut mettre dans le rouge pour une fin de mois. Donc ça m'est arrivé de discuter avec des personnes pour leur dire attention, ça s'ajoute pas comme ça. En fait, ça s'ajoute pas parce que ça va se multiplier. Et donc on va le voir là sur les promos qu'on peut apercevoir en magasin. On aurait ça. Et on cherche donc le coefficient multiplicateur associé à la première baisse. Donc ça fait du 1 moins 50 sur 100. Pour multiplier ensuite à du 1 moins 20 sur 100. Une baisse de 20%, ça fait ça. Et 1 moins 10 sur 100. Donc si on calcule, ça fait 0,5 fois 0,8 fois 0,9. Et ça, on peut regarder ce que ça donne. « 0,36. Alors 0,36, ça veut dire 1 moins 0,64.
Et 1 moins 0,64, ça fait 1 moins 64 sur 100, soit donc baisse au total de 64%. Et non pas une baisse au total de 80% comme on pourrait le croire en ajoutant comme ça les pourcentages. Donc je rappelle que si vous partez avec un pull à 100 €, que vous lui appliquez d'abord votre premier CM, ça va vous le faire à moitié prix, c'est-à-dire 50 €. Ensuite, de ces 50 €, vous allez le multiplier par le second CM et ça va vous donner 40 €. Et puis de ces 40 €, vous allez le multiplier par le nouveau CM. Et ça va vous donner, si vous multipliez 40 à 0,9, ça va vous donner 36 €. Donc au départ, vous partiez avec un pull à 100 €. Devient un pull à 36. On retrouve bien ici une baisse de 64 €. Vu qu'on était parti avec du 100 €, c'est-à-dire du 100%, ça correspond bien à une baisse de 64% du prix au départ. Petit détail quand même qui n'en est pas un, attention à ne pas perdre de vue qu'il peut paraître anormal de payer des vêtements si peu chers. Vous pouvez vous demander qu'est-ce qui fabrique le prix d'un vêtement. Vous qui faites justement de l'économie, qui avez eu à lire un livre sur Amazon, les conditions de travail des gens, où sont fabriqués nos objets, nos médicaments qui sont délocalisés, qui sont ramenés en France pour seulement réinjecter dans le petit comprimé les molécules qu'il faut pour pouvoir ensuite les revendre. Vous pouvez vous demander qu'est-ce qui fabrique vraiment le prix. Est-ce qu'on n'est pas en perte totale quand on vend au final un pull à 36 €? Quelle est la rémunération du salarié? Où a-t-il travaillé? Dans quelles conditions? Quel âge a-t-il? Tous les combien de temps achète-t-on des vêtements? Voilà, il y a des questions à se poser quand des objets deviennent si peu chers. Et je pense qu'on est en plein dedans. Au revoir.